Le marteau s'abattit une dernière fois sur le clou rouillé. Et le silence du village s'ouvrit comme une plaie béante. Aurélie recula d'un pas, essuyant la sueur de son front du revers de sa main calleuse, et contempla la porte qu'elle venait de clouer elle-même, une barrière entre elle et le monde qu'elle avait fui. Ou peut-être entre elle et ce qu'elle avait perdu. À cet instant précis, un cri étouffé traversa la cloison fine de la maison voisine. Un sanglot que seule elle pouvait reconnaître, celui de sa mère, appelant un fantôme du nom d'Aurélie. Comme si les murs n'existaient pas. C'était il y a 5 ans. Cette nuit-là où tout avait basculé. Le village de Ronda, niché dans les montagnes andalouses, avec ses ponts vertigineux et ses vents qui charriaient l'odeur des orangers en fleurs, avait toujours été un cocon étouffant pour Aurélie. Fille unique d'un couple de Français expatriés, son père, un ancien vigneron du Bordelais, sa mère, une institutrice rêveuse originaire de Provence. Elle avait grandi entre les ruelles pavées et les marchés animés, apprenant l'espagnol avant même de maîtriser les subjonctifs de sa langue maternelle. Mais à 23 ans, quand elle avait avoué son amour pour une femme, une simple confession murmurée lors d'un dîner familial, les mots tremblants comme les feuilles d'un olivier sous la tramontane, le cocon s'était refermé en un étau impitoyable. « Tu n'es plus ma fille » avait craché son père, les veines saillantes sur son cou tanné par le soleil. Sa mère, les yeux rougis mais la bouche scellée par la peur du scandale, n'avait rien dit. Juste un regard, ce regard qui hante encore les nuits d'Aurélie. Un mélange de dégoût et de pitié, comme si elle était une tache sur le linge blanc immaculé de leur vie pieuse. Il l'avait jetée dehors sous une pluie battante. Son sac à dos rempli de quelques vêtements et d'un vieil album photo qu'elle avait arraché de la table basse. Ne reviens jamais, avait ajouté son père, la porte claquant comme un verdict divin. Aurélie avait erré dans les rues sombres de Ronda, les cheveux plaqués sur le visage, se demandant si l'amour valait ce vide abyssal. Les mois suivants furent un brouillard de survie. Elle trouva du travail comme serveuse dans un bar à tapas près du Puente Nuevo, versant des verres de manzanilla à des touristes hilars qui ignoraient les cicatrices invisibles de ses sourires forcés. Elle dormait dans une chambre exiguë au-dessus du bar, écoutant les rires des clients jusqu'à l'aube, et chaque matin, elle marchait jusqu'à la maison familiale non pour frapper à la porte, mais pour observer de loin, comme une ombre. La lumière dans la cuisine de sa mère s'allumait toujours à 7 heures. Et parfois, elle apercevait son père arrosant les géraniums du balcon, son dos voûté par des années de silence. Il ne savait pas qu'elle était revenue, qu'elle avait économisé sou après sou pour acheter le terrain adjacent, un lopin de terre aride que personne ne voulait. Je construirai ma vie ici, s'était-elle juré, le cœur serré comme un citron pressé. C'est là qu'elle rencontra Pauline. C'était un après-midi d'été étouffant, 3 ans après son expulsion. Aurélie, couverte de poussière, creusait les fondations de sa future maison avec une pelle empruntée au voisin, un vieil espagnol bourru qui, en échange, lui offrait des figues fraîches de son jardin. Le soleil cognait dur, et elle s'était arrêtée pour boire à la gourde quand une ombre fraîche s'était posée sur elle. Besoin d'un coup de main, avait demandé une voix douce, teintée d'un accent parisien effacé par des années d'exil. Pauline se tenait là, les cheveux noirs cascadant sur ses épaules nues, un panier de provisions à la main. 25 ans. Les yeux noisettes pétillants d'une curiosité malicieuse. Elle portait une robe fleurie qui dansait avec la brise, révélant des jambes balées par des randonnées dans la Sierra. Originaire de Lyon, elle avait fui la France pour les mêmes raisons qu'Aurélie, un amour interdit, une famille réfractaire. Mais contrairement à Aurélie, Pauline avait transformé sa douleur en art. Elle était céramiste,
sculptant des vases aux formes organiques dans un atelier improvisé au bord de la rivière Guadalvin. « Je m'appelle Pauline », avait-elle dit en tendant la main. Ses doigts tachés d'argile encore humide. « Et toi? Tu construis un palais ou une prison ?» Aurélie avait ri pour la première fois depuis des mois. Un rire rauque et libérateur. Un refuge. Peut-être. Elles avaient parlé des heures ce jour-là. Assises sur un rocher. Partageant des amandes et des histoires de cœurs brisés. Pauline raconta son coming out chaotique. Sa sœur qui l'avait soutenue en secret. Son ex qui l'avait trahi pour un homme. Aurélie, plus réservée, évoqua vaguement une famille qui n'existe plus. À la fin de l'après-midi, quand le soleil avait plongé derrière les falaises, Pauline avait effleuré sa joue. Demain, je reviens avec des outils. Et du vin. Ainsi naquit leur histoire, tissée de gestes simples et de silences complices. Pauline devint l'architecte officieuse de la maison d'Aurélie, elle traça les plans sur des serviettes en papier. Mélangea le mortier avec ses mains fortes. Planta des rosiers grimpant le long des murs pour adoucir la pierre brute. Ensemble, elles érigèrent les murs. Riant des erreurs un linteau de travers. Une fenêtre mal alignée et se consolant dans les doutes. Les nuits. Quand la fatigue les terrassait. Elle s'allongeait sur un matelas posé à même le sol. Les étoiles visibles à travers le toit inachevé. Les lèvres de Pauline étaient douces comme l'argile fraîche. Et Aurélie, pour la première fois, se sentit entière. Mais le village murmurait. Ronda, avec ses traditions catholiques enracinées et ses commérages qui voyageaient plus vite que le vent, n'était pas tendre pour les amours qui défiaient les normes. Les anciens hochaient la tête en passant devant le chantier, marmonnant des pobrecitas qui sonnaient comme des malédictions. Aurélie serrait les dents, focalisée sur les briques. Mais Pauline, plus fière, ripostait parfois d'un sourire narquois. Laissez-les jaser. Nous, on bâtit. Un soir, alors que la maison prenait forme toit de tuiles rouges, cheminée fumante, Aurélie commit l'imprudence de laisser une fenêtre ouverte. De l'autre côté de la haie basse qui séparait les deux propriétés, sa mère apparut comme un spectre. Elle portait toujours cette robe grise usée, celle qu'Aurélie lui avait cousue à 16 ans pour son anniversaire. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, le choc, la douleur, l'incrédulité. Aurélie referma la fenêtre d'un geste sec, le cœur battant la chamade. Mais le mal était fait. Pauline, qui avait tout vu, la serra dans ses bras. Elles sauront un jour. Ou pas. Ce qui compte, c'est nous. Pourtant, ce nous portait en lui les graines d'un conflit plus profond. Pauline, avec son passé de rupture en cascade, craignait l'engagement autant qu'elle le désirait. Je t'aime, Aurélie. Mais j'ai peur de nous étouffer. Avoua-t-elle un matin, alors qu'elle peignait les murs intérieurs d'un bleu provençal. Aurélie, qui avait tout sacrifié pour cette maison, son héritage, son nom, sa voix auprès des siens, sentit une fissure se former. Était-ce de l'amour? Ou juste un refuge temporaire? Les jours s'écoulèrent en une danse précaire d'intimité et de doute. Elles inaugurèrent la maison par un rituel païen, un feu dans la cheminée. Du vin de Jerez versé en libation sur le sol. Et des promesses chuchotées sous la lune andalouse. Aurélie cuisina un gazpacho frais. Pauline modela une coupe en céramique pour l'occasion, gravant leurs initiales enlacées sur le bord. À nous. Contre le monde. Trinqua Pauline,
Ses yeux brillants. Aurélie l'embrassa, sentant pour la première fois que la maison n'était pas qu'un mur contre le passé, mais un berceau pour l'avenir. Mais l'avenir, comme les ombres des falaises de Ronda, s'allongeait menaçant. Bientôt, les rumeurs atteindraient les oreilles de la famille d'Aurélie. Et Pauline, avec ses propres fantômes, commencerait à vaciller. Le village, indifférent à leur joie, guettait le premier faux pas. Les pluies d'automne arrivèrent comme un verdict, transformant les ruelles de Ronda en rivières boueuses et les cœurs en marécages. Aurélie et Pauline, blotties dans leur maison neuve, écoutaient le tambourinement sur les tuiles, partageant une couverture tissée main. C'est comme si le ciel pleurait pour nous, murmura Pauline, sa tête nichée au creux de l'épaule d'Aurélie. Celle-ci caressa ses cheveux noirs, humides de l'averse qu'elles avaient bravée pour rentrer de l'atelier. Ou pour ce qu'on a laissé derrière. Mais ce soir-là, les mots restèrent suspendus, et leur étreinte fut un rempart contre le froid qui s'infiltrait par les fissures invisibles de leur idylle. La maison devint leur sanctuaire. Aurélie y installa un petit potager à l'arrière, cultivant des tomates juteuses et des herbes aromatiques qui rappelaient les jardins de sa mère en Provence, un acte de rébellion douce. Une façon de reclin ce qu'on lui avait arraché. Pauline, de son côté, transforma une pièce en atelier, étagère de bois brut remplie de terre glaise, roue de potier ronronnant comme un chat domestique. Elle créait des pièces uniques, inspirées par les courbes décors féminins des vases élancés évoquant des torses enlacés, des bols aux lèvres sensuelles. Chaque œuvre est un bout de nous, disait-elle, les mains plongées dans l'argile. Et Aurélie, fascinée, la regardait modeler, sentant une chaleur monter en elle qui n'avait rien à voir avec le feu de cheminée. Leur amour s'épanouissait en gestes quotidiens, imprégné de cette sensualité française qui refuse les étiquettes. Le matin, Pauline préparait du café fort, le versant dans des tasses dépareillées chinées au marché, et elle le sirotait sur le balcon, dominant la gorge du Tajot. Aurélie, qui avait repris des études en ligne pour devenir paysagiste, dessinait des plans de jardins secrets, imaginant un jour transformer le terrain vague adjacent en oasis. Pour les âmes perdues comme nous, plaisantait-elle. Pauline riait, mais ses yeux s'assombrissaient parfois. Hantée par un appel manqué de sa sœur en France, un rappel que le passé n'est jamais bien loin. Pourtant, la proximité de la maison familiale était une épine constante. Aurélie évitait le mur mitoyen, plantant une haie de laurier rose pour masquer la vue. Mais les sons traversaient, le cliquetis des assiettes au dîner, les disputes étouffées du couple parental, le rire forcé de sa mère lors des visites dominicales des voisins. Une nuit, après une exposition de Pauline au centre culturel de Ronda où ses céramiques audacieuses avaient suscité des murmures admiratifs et des regards fuyants, Aurélie rentra tard, ivre de fierté et de vin. Elle trébucha contre la haie. Et un éclat de voix s'éleva de l'autre côté, c'est elle? N'est-ce pas? Cette abomination qui vit à côté. La voix de son père? Rauque et chargée de venin. Pauline la trouva effondrée contre le mur, les genoux ramenés contre la poitrine, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ils me haïssent encore? Souffla-t-elle. Pauline s'agenouilla, l'enlaçant avec une tendresse farouche. Non. Ils se haïssent eux-mêmes. Viens. On va danser pour les oublier. Elle alluma une vieille radio, et une chanson de Édith Piaf, La vie en rose, emplit la pièce. Elles valsèrent maladroitement, pieds nus sur le carrelage froid, riant à travers les sanglots.
Ce fut une nuit d'amour fiévreux. Leurs corps se mêlant comme l'argile et l'eau, effaçant temporairement les ombres. Mais les ombres grandissaient. Pauline reçut une lettre de Lyon, sa sœur, désormais mariée à un homme conventionnel, lui enjoignait de rentrer à la raison et de cesser ses expériences. Tu n'es pas faite pour ça. Pau. Trouve un vrai amour. Les mots la rongeaient. Et elle les cacha d'abord à Aurélie, prétextant des migraines pour s'isoler dans l'atelier. Aurélie le sentit. Bien sur cette distance subtile, comme un vase qui se fissure avant de se briser. Parle-moi, implora-t-elle un soir, alors qu'elle dînait d'une paella improvisée. Pauline hésita, puis avoua, ma famille. Ils veulent que je revienne. Que j'oublie tout ça. Le silence qui suivit fut plus lourd que la pluie dehors. Aurélie posa sa fourchette, le cœur cognant. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Pauline baissa les yeux, ses doigts triturant la nappe. Toi. Nous. Mais j'ai peur. Aurélie. Peur que ce soit une illusion? Que Rhonda nous étouffe comme elle t'a brisé. Les mots blessèrent plus qu'un aveu de trahison. Car ils touchaient la plaie vive, la maison. Ce symbole de résilience. Vu soudain comme une cage. Les semaines suivantes furent une tempête intérieure. Elle continuait à travailler côte à côte, Aurélie taillant des rosiers, Pauline jetant l'argile sur la roue. Mais les regards s'évitaient. Les caresses se faisaient rares. Aurélie, pour combler le vide, se plongea dans un projet fou, transformer le jardin en un labyrinthe de haies et de fontaines. Un espace où les âmes errantes pourraient se perdre et se retrouver. C'est pour Pauline, se disait-elle, creusant la terre avec une rage contenue. Mais Pauline, elle, multipliait les sorties solitaires, marchant des heures le long de la rivière, cherchant dans le murmure de l'eau une réponse à ses doutes. Le conflit éclata lors de la fête de la Vierge de la Cabza. Une procession solennelle qui envahissait les rues de Ronda. Les villageois, parés de mantilles noires et de costumes brodés, défilaient au son des tambours, priant pour la rédemption. Aurélie et Pauline s'étaient errées chez elles. Mais la curiosité ou la masochisme les poussa à observer de loin. Depuis le balcon, elles virent la mère d'Aurélie au premier rang, le visage marqué par les ans, serrant un rosaire comme un talisman. Elle prie pour moi, murmura Aurélie, la voix brisée. Pauline, émue malgré elle, glissa sa main dans la sienne. Peut-être. Ou pour elle-même. Mais au milieu de la nuit, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, Pauline reçut un appel. C'était son ex, cette femme qu'elle avait aimée à Lyon, revenue en Espagne pour une seconde chance. Je suis à Malaga. Viens me voir. On peut recommencer. La voix suave, persuasive, raviva en Pauline un tourbillon de souvenirs des nuits passionnées. Des promesses brisées, mais aussi une sécurité illusoire. Elle raccrocha, le cœur en déroute, et se tourna vers Aurélie endormie. Je ne peux pas, se jura-t-elle. Pourtant, le lendemain, elle prit la voiture pour Malaga, prétextant une livraison de céramique. Juste pour clore le chapitre. Se convainquit-elle. Aurélie le découvrit par un billet de train froissé dans la poche de Pauline. Rentrant plus tard que prévu. Les yeux rougis. Que as-tu fait? Demanda-t-elle. La voix un murmure d'horreur. Pauline s'effondra en sanglots. Rien.
Juste parler. Mais. Elle m'a dit que c'était une erreur. Que toi et moi. C'est du feu de paille. La trahison n'était pas physique, mais émotionnelle, un flirt avec le passé qui fissurait leur présent. Aurélie, blessée au vif, se retira dans le jardin, taillant les rosiers jusqu'au sang. Pars. Si c'est ce que tu veux. Mais ne me mens pas. Pauline resta. Mais le poison était inoculé. Les jours devinrent une danse macabre de réconciliation fragile et de silences accusateurs. Aurélie, stoïque, continua à bâtir son labyrinthe, y intégrant un banc sous un olivier centenaire pour nous. Quand on aura guéri, dit-elle. Pauline, rongée par la culpabilité, multiplia les gestes d'amour, un collier de perles d'argile, des dîners aux chandelles avec des recettes lyonnaises. Mais la graine de doute avait germé. Et puis, le destin intervint sous la forme d'une lettre glissée sous la porte. L'écriture tremblante de sa mère, « Je sais que tu es là. Pardonne-moi. Viens. » Aurélie la lut seule. Le papier froissé dans sa main. Un raz-de-marée d'émotions la submergeant. Était-ce le moment? Ou une nouvelle illusion? La lettre brûlait comme un charbon dans la poche d'Aurélie. Un appel au pardon qu'elle n'avait ni cherché ni désiré. Elle l'a relu 100 fois ce matin-là. Assise sur le banc du labyrinthe inachevé. Les feuilles des lauriers frémissant sous une brise tiède qui portait l'odeur de la terre humide. Pardonne-moi, écrivait sa mère. Les mots irréguliers trahissant une main affaiblie par l'âge ou le remords. Ton père est malade. Il ne dira rien. Mais moi. Je ne peux plus porter ce silence. Aurélie froissa le papier. Le cœur déchiré entre la rage et une tendresse enfouie. Comme une racine sous la pierre. Pauline la trouva ainsi. Les genoux repliés. Le regard perdu dans le feuillage. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle doucement, s'asseyant à ses côtés. Pour la première fois depuis l'épisode de Malaga, Aurélie se confia pleinement, l'expulsion, les nuits solitaires, la maison construite comme un défi muet. Ils m'ont jeté dehors parce que j'aimais une femme. Et maintenant? Elle veut que je pardonne? Sa voix se brisa. Et Pauline l'attira contre elle, caressant son dos avec une urgence nouvelle. Tu n'es pas obligé. Mais peut-être. Pour toi. Pas pour eux. Le conseil de Pauline, teinté de sa propre ambivalence, sema le doute. Était-ce une trahison déguisée? Cette invitation à rouvrir la plaie? Ou une chance de clore le chapitre? Aurélie décida d'attendre, rangeant la lettre dans une boîte en céramique que Pauline avait faite pour elle, un vase aux formes sinueuses, symbole de leur union fragile. Mais le silence entre elles s'alourdit à nouveau, ponctué de regards qui en disaient trop et pas assez. Les semaines passèrent en un tourbillon de routine forcée. Aurélie acheva le labyrinthe, des allées sinueuses bordées de jasmin, une fontaine centrale où l'eau chantait comme une berceuse, et ce banc sous l'olivier, gravé de leurs initiales entrelacées. C'est magnifique, souffla Pauline lors de l'inauguration improvisée. Une bouteille de cava à la main. Elles burent à la santé de leur amour. Mais le toast sonna creux. Pauline, hantée par son incartade à Malaga, avait commencé à recevoir des messages de son ex, des mots doux, insidieux, promettant un retour à la normalité. Elle les effaçait. Mais le doute s'insinuait, comme l'eau dans les fissures d'une poterie mal cuite. Le village, indifférent à leurs tourments intérieurs, bruissait de ses propres drames. La maladie du père d'Aurélie s'était répandue comme une traînée de poudre,
un cancer du poumon, diagnostiqué tard, qui le clouait au lit dans une agonie silencieuse. Les voisins passaient avec des plats de consolation. Et Aurélie, de son balcon, les voyait entrer et sortir, leur voix filtrant à travers la haie. Une fois, elle surprit sa mère en larmes, confiant à une voisine, si seulement elle revenait. J'ai été si lâche. Les mots la transpercèrent, mais elle resta figée, les poings serrés. Pauline, sentant la tempête monter en Aurélie, tenta de la distraire. Elle proposa un voyage à Séville, pour voir les alcazars et danser le flamenco dans des tablaos enfumés. Laisse Rhonda respirer un peu, insista-t-elle. Aurélie accepta, espérant que l'éloignement panserait les plaies. Mais à Séville, sous les arches mauresques et les patios fleuris, la magie opéra à moitié. Elles se promenèrent main dans la main le soir, anonymes parmi les touristes, et s'embrassèrent sous les lampions des ferias. Pauline sembla renaître, ses rires cristallins résonnant dans les ruelles étroites. Ici, on est libre, murmura-t-elle, et Aurélie y crut un instant. Pourtant, le retour à Rhonda ramena les ombres. Pauline avait laissé son téléphone à charger. Et un message clignota, « Je t'attends à Grenade. On peut tout recommencer. Oublie cette villageoise. Lex. Encore. » Aurélie, qui avait pris l'appareil par erreur, sentit le monde basculer. Combien de fois, hurla-t-elle quand Pauline rentra de l'atelier, les mains couvertes d'argile rouge. Pauline pâlit, balbutiant des excuses, « C'est rien. Juste des mots. Je l'ai bloqué. » Mais le mal était fait. La trahison, cette fois, n'était plus un flirt éphémère, c'était une porte entr'ouverte sur un passé qui refusait de mourir. La dispute qui suivit fut un ouragan. « Tu me prends pour quoi ? Un pansement pour tes doutes, lança Aurélie, les larmes coulant librement. Pauline, acculée, riposta avec une honnêteté brutale, « Et toi ? Cette maison ? C'est un mausolée pour ton passé. Tu vis à côté d'eux sans oser un mot. Comme si ça te rendait forte. Moi, j'ai peur qu'on s'enlise ici. » Dans ce silence toxique, les mots frappèrent Aurélie comme des gifles. Était-ce vrai ? Sa force ? Cette maison bâtie pierre par pierre ? N'était-elle qu'une illusion de contrôle ? Elles passèrent la nuit séparées, Pauline sur le canapé, Aurélie dans la chambre, écoutant la pluie marteler le toit. Au matin, un cessez-le-feu fragile, des excuses murmurées. Un café partagé en silence. Mais la graine de la discorde avait pris racine. Aurélie, pour exorciser sa douleur, se rendit enfin à la maison familiale. Pas pour entrer, mais pour déposer un bouquet de rosiers du jardin sur le seuil, un geste muet. Un pont ténu. Sa mère l'aperçut de la fenêtre. Et leurs yeux se croisèrent à nouveau, cette fois chargés d'un espoir vacillant. Merci, articula-t-elle sans son. Et Aurélie s'enfuit, le cœur en lambeaux. Pauline, apprenant le geste, fut émue. C'est courageux, dit-elle. Et elles firent l'amour cet après-midi-là avec une urgence désespérée, comme pour sceller une paix précaire. Mais les messages continuaient. Et Pauline, faible un soir d'ivresse, répondit, pas maintenant. Mais peut-être un jour. Elle ne l'avoua pas. Mais le mensonge pesait comme un secret trop lourd. Le chaos survint lors d'une tempête biblique,
qui inonda le village et transforma le labyrinthe en marécage. Aurélie sortit pour vérifier les plans, glissa et se blessa à la jambe une entaille profonde. Pas mortelle, mais sanglante. Pauline, paniquée, l'aida à rentrer, bandant la plaie avec des linges propres. « Je t'appelle un médecin » dit-elle. Mais Aurélie, fiévreuse, la retint. « Reste. C'est tout ce que je veux. » Dans cette vulnérabilité, Pauline craqua, elle avoua les messages, les doutes, l'ex qui promettait une vie sans chaîne. « Je t'aime. Mais j'étouffe. Cette maison. Elle nous enferme. » Aurélie, le cœur brisé, la poussa dehors. « Va-t'en. Construis ta liberté ailleurs. » Pauline partit sous la pluie, son sac jeté sur l'épaule, laissant derrière elle un vide plus vaste que la gorge du Tajo. Seule, Aurélie soigna sa blessure, écoutant les murmures de la tempête, se demandant si l'amour valait tant de cicatrices. Les jours qui suivirent la tempête furent un désert émotionnel, où le silence d'Aurélie rivalisait avec celui qu'elle imposait à ses parents. Pauline avait disparu à Grenade, emportant avec elle les vases inachevés et une partie de l'âme d'Aurélie. Les messages cessèrent d'abord, puis reprirent en un filet sporadique, « Pardonne-moi. J'ai eu tort. » Aurélie les lisait sans répondre, les supprimant comme des herbes folles dans son jardin. La maison, autrefois refuge, résonnait maintenant d'échos vides le tic-tac d'une horloge, le goutte-à-goutte de la fontaine, le vent sifflant par les volets mal fermés. Pour survivre, Aurélie se plongea dans le travail. Son labyrinthe, miraculeusement préservé par l'olivier centenaire, attira l'attention des villageois, des couples curieux vinrent flâner dans les allées, des enfants riant aux éclats près de la fontaine. Elle organisa des visites guidées, racontant l'histoire des plantes, les jasmins pour l'amour perdu, les rosiers pour la résilience. C'est un jardin pour les cœurs en exil, expliquait-elle, sa voix gagnant en assurance. Les rumeurs se muèrent en respect timide, même les anciens, autrefois murmureurs, apportaient des boutures en guise d'excuses muettes. Mais la nuit, seule dans le lit trop grand, Aurélie revivait les scènes, les lèvres de Pauline sur sa peau, ses rires dans l'atelier, la trahison comme un couteau dans le dos. Pourquoi, se demandait-elle, fixant le plafond craquelé. Était-ce le village, avec ses traditions étouffantes, qui avait corrompu leur amour? Ou était-ce elle, Aurélie, avec son silence obstiné envers ses parents, qui avait semé les graines du doute? La lettre de sa mère, jaunie dans la boîte? La narguait, viens. Un matin gris, alors que l'automne cédait à l'hiver, Aurélie céda. Elle frappa à la porte familiale, le cœur battant comme un tambour de procession. Sa mère ouvrit, les cheveux grisonnants, le visage creusé par l'inquiétude. « Ma fille » murmura-t-elle, et les bras s'ouvrirent sans un mot de plus. À l'intérieur, son père gisait dans un fauteuil, émacié, les yeux clos. Il ne parla pas. Mais quand Aurélie s'approcha, il posa une main tremblante sur la sienne, un geste minuscule, monumental. « Je suis désolé, » chuchota-t-il enfin, la voix rauque. Pas d'excuses grandiloquentes, juste ces mots, suspendus comme une olive mûre. Ils parlèrent des heures, ou plutôt, sa mère parla pour trois, les regrets,
La peur du scandale. La solitude qui avait rongé leur mariage depuis son départ. On t'a perdu par orgueil? Avoua-t-elle. Des larmes coulant sur ses joues ridées. Aurélie. Pour la première fois. Raconta tout, l'amour pour Pauline. La maison bâtie en défi. Les nuits de désespoir. Son père écouta, hochant la tête faiblement. L'amour. C'est ce qui nous sauve ou nous détruit. À la fin. Ils partagèrent un thé amer. Et quand Aurélie repartit, la haie de laurier rose sembla moins haute, moins impénétrable. Ce pardon, fragile comme une poterie neuve, ne guérit pas tout. Mais il libéra Aurélie d'un poids invisible. Elle écrivit à Pauline, « J'ai parlé à mes parents. C'est ton tour de choisir. » La réponse arriva 2 jours plus tard. Par un train poussiéreux, Pauline. Les yeux cernés. Un sac rempli de céramique brisée. J'ai essayé de recommencer avec elle. Mais c'était fade. Sans feu. C'est toi, Aurélie. Toi et cette maison folle que tu as bâtie. Elles se réconcilièrent non par des mots enflammés, mais par des actes. Pauline répara les vases cassés dans l'atelier. Aurélie l'aida, leurs mains se frôlant sur l'argile. On recommence. Sans illusion, décida Pauline. Et on parle? Maintenant. De tout. Elles invitèrent même les parents d'Aurélie pour un dîner, un geste osé. Tendu. La mère arriva avec un gâteau aux amandes. Le père boitant sur une canne. Les silences furent lourds. Mais Pauline, avec son humour lyonnais, brisa la glace. Cette maison est née d'un amour interdit. La vôtre l'a chassée. Mais regardez-la, elle fleurit quand même. Le père, ému, leva son verre, à la famille, quelle qu'elle soit. Ce n'était pas parfait, des regards fuyants, des sujets tabous. Mais c'était un début. Humanité. Dans sa laideur et sa beauté, triomphait du silence. Des mois plus tard, sous le soleil printanier de Ronda, Aurélie et Pauline inaugurèrent le labyrinthe au public. Des dizaines de visiteurs serpentèrent dans les allées, touchant les rosiers, s'asseyant sur le banc gravé. Au centre, près de la fontaine, Pauline exposa une nouvelle pièce, un vase immense, aux 2 ans enlacés comme des corps aimants, titré « Refuge ». C'est nous, murmura-t-elle à Aurélie, l'embrassant sous l'olivier. Le village applaudit. Et pour la première fois, les parents d'Aurélie étaient là, au milieu de la foule, souriant faiblement. L'amour, comme la maison d'Aurélie, n'était pas une forteresse imprenable, mais un édifice vivant, réparé de fissure en fissure. Dans les yeux noisettes de Pauline, Aurélie vit l'avenir, pas sans tempête, mais ensemble, bâtissant pierre par pierre. Et dans le vent andalou, elle entendit enfin le rire de sa mère, libérée.